Salut à tous, c'est Motard Geek pour URFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo collaborative réalisée avec Jérémy et Jérôme sur un sujet qu'on a déjà teasé sur TikTok, le 8S en 5 pouces. Au passage, on vient tout juste de dépasser les 1000 abonnés sur TikTok, donc si vous avez un compte sur le réseau social chinois, n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça nous ferait vraiment plaisir. Avant tout, si on a pu faire ce test, c'est grâce à DFR qui nous a envoyé tout le matos nécessaire. Donc déjà, un grand merci à eux et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique en ligne et à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux parce que c'est clairement une des meilleures boutiques en France, pour ne pas dire que c'est la meilleure. Et donc, niveau matos, même si vous avez déjà pu en voir un aperçu dans le short qu'on a déjà publié, on a deux châssis 5 pouces de chez Parallax FPV, des Valkyrie, un en 6S et un en 8S. Je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques techniques, notamment l'électronique. On va vous détailler tout ça dans l'article sur le blog. Mais aujourd'hui, je peux quand même vous présenter les moteurs. Donc les moteurs, ce sont des Parallax FPV Pegasus fabriqués par RC1 Power. Donc je ne sais pas si on peut faire facilement la mise au point. Donc là, on a les 6S et là, avec l'aileron, on a les 8S. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Ils sont vraiment canons, même si à la base, je suis pas forcément fan du rose. Voilà, et j'ai aussi une autre version sans hélice qui sera plus facile à vous montrer en termes de mise au point. Donc voilà, on a une belle coque en noir mat avec un dessus un petit peu rose et poli, des écrous roses. Donc on est sur des 22,07, 22,6, 07,5 pour être précis, en 1420 kV pour le 8S contre 1875 kV en 6S. Donc ça, c'était donc le setup des quads. Pour les faire voler, donc, je vous montre pas les LiPo 6S, mais on avait quelques grosses LiPo en 8S de différentes capacités et de différentes marques. Donc on a des Dodgecom et des Gaoneng GNB. Donc voilà, ça c'était les trois LiPo. Pareil, je vous mettrai les caractéristiques techniques, les dimensions, des photos comparatives avec des LiPo 6S dans l'article sur le blog. Et le dernier élément, donc pour charger ces LiPo, forcément un petit chargeur ISDT R8 que Jérémy vous a déjà présenté dans une review sur la chaîne il y a déjà pas mal de temps maintenant. Donc pour commencer, juste après le générique, Jérôme vous a fait une petite analyse théorique et technique sur le sujet. Vous commencez à le connaître, il est très pointu mais aussi très pédagogue, vous allez tout comprendre sans aucune difficulté. Ensuite, on va vous mettre notre test en live avec nos réactions à chaud sur le terrain. Et pour finir, Jérémy vous fera un petit débrief en guise de première conclusion en revenant sur quelques points importants comme le prix du matos. Avant d'aller sur le terrain pour faire nos premiers vols en 8S, on voudrait prendre quelques minutes pour remettre les choses dans leur contexte, débunker quelques idées reçues qui ont la peau dure, prendre un peu de recul sur le passage du 4 au 6S et évoquer les conséquences et les questions que pose cette nouvelle montée en tension. Tout d'abord, pour qu'une comparaison de LiPo soit valide, il faut la faire à réserve d'énergie égale, donc à wattheure égale. Je vous ai préparé un petit tableau qui compare les capacités en 4, 6 et 8S à puissance égale pour bien comprendre les équivalences réelles. Donc rappelez-vous que la puissance P est égale à U fois I, donc la tension fois l'intensité, et que l'énergie consommée W est égale à la puissance multipliée par le temps. Donc toutes les LiPo d'une même ligne contiennent la même quantité d'énergie, exprimée ici en wattheure. Elles font sensiblement le même poids et ont donc sensiblement la même autonomie. Seule la répartition entre la tension et la capacité en mAh varie. Donc par exemple, si on prend cette seconde ligne, toutes les LiPo vont contenir 22,2 wattheure. Et pour une LiPo en 4S, ça correspondra à une capacité de 1500 mAh. Pour une LiPo en 6S, ça correspondra à une capacité de 1000 mAh. Et en 8S, ça correspondra à une capacité de 750 mAh. On a aussi encadré pour chaque tension les capacités les plus utilisées. Et on constate déjà l'apparition d'un escalier entre le 4S, le 6S et le 8S. Et vous allez voir, c'est là qu'apparaît le premier tour de passe-passe dont on a tous été victimes, plus ou moins consciemment. Alors déjà, on voit que quand on est passé du 4S au 6S, on ne l'a pas fait du tout à puissance égale, en tout cas à énergie contenue égale. Quand on volait en 4S, on était la plupart du temps en 1300 ou en 1500 mAh, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt, pour ceux qui volent avec des LiPo très légères, en 1050 ou en 1100, et le standard c'est quand même entre 1200 et 1400 mAh. Et effectivement, quand on volait avec des 4S de 1300 ou de 1500 mAh, c'est vrai que ça avait tendance à sag relativement tôt. Alors pour rappel, ce qu'on appelle le sag, ce sont tout simplement les chutes de tension liées aux appels de gaz. Donc quand on tire trop dessus, la tension de la batterie s'écroule.
D'ailleurs, pour ceux qui ont eu l'occasion de voler sur des capacités élevées en 4S comme du 1800 voire du 2000 mAh, qui sont pour le coup les vrais équivalents du 1002 ou du 1300 mAh en 6S, eh bien, le comportement était déjà très différent, en tout cas concernant le sag, des 1003 et des 1005, ça saguait beaucoup moins. Alors s'il est vrai que l'augmentation du nombre de cellules a quand même un impact positif sur les chutes de tension, il ne faut pas occulter l'effet qu'a l'augmentation de la réserve d'énergie stockée dans nos lipos à cet égard. Et avec l'arrivée du 8S, quand on regarde les tensions qui sont disponibles, on voit que l'histoire est en train de se répéter. Donc ici, ce qu'on trouve pour l'instant essentiellement, ce sont des lipos 8S d'une tension de 1050 et de 1300 mAh. Donc l'équivalent de la plus petite lipo 8S actuelle, donc de 1050 mAh, en 6S ce serait du 1400 mAh, ce qui est déjà une grosse lipo 6S. Et si on comparait ça à du 4S, il faudra avoir une lipo de 2100 mAh. Donc ça fait quand même une sacrée montée en taille. D'ailleurs, ça se voit au niveau du poids. Une 8S 2050 pèse 220 grammes, ce qui est quand même 50 grammes plus lourd que une 1500 en 4S, ou même que les plus petites 6S qui sont pareil, 50 grammes en dessous du poids de cette 8S 1050 mAh. Donc le premier point qu'il faut retenir, c'est que la taille de nos lipos a augmenté avec l'augmentation de leur tension. Alors ce n'était absolument pas obligatoire, mais les fabricants de lipos ont fait ce choix. Alors est-ce que ça répond à une demande des utilisateurs ou à une envie de vendre plus de lipos plus cher? Là, c'est un autre débat. Pour aller encore plus loin, si la puissance globale contenue dans nos lipos a augmenté, les moteurs ont aussi pris en kV. Alors ce second tableau reprend le principe du précédent, mais cette fois-ci pour le kV des moteurs. Donc tous les moteurs d'une même ligne fourniront sensiblement la même vitesse maximale de rotation à vide, donc sans hélice. Et une fois encore, on a encadré les déclinaisons les plus répandues, donc ici en 4S et là en 6S. Et c'est là que se produit le second tour de passe-passe. La plage de 1750 kV à 2000 kV très répandue en 6S ne correspond pas du tout à ce que l'on avait en 4S. Typiquement en 4S, du très haut kV en 4S, c'était du 2700 kV. Et l'équivalent du 2400 kV du 4S en 6S, ça donnerait 1800 kV, ce qui est plutôt un kV relativement bas. C'est pas très bas, mais c'est quand même relativement bas. Et ce qu'aujourd'hui, c'est quand même très fréquent de retrouver beaucoup de moteurs autour de 1900 ou de 2000 kV, voire même plus. Ça monte maintenant facilement à 2050, 2100, voire encore au-dessus. Donc quand on est passé du 4 au 6S, en fait, deux choses se sont produites. D'une part, on est passé sur des lipos plus grosses, et d'autre part, on est passé aussi sur des moteurs plus puissants, ou du moins des moteurs à plus haut kV. Donc forcément, en termes de sensation, le gap paraissait très important entre le 4S et le 6S, et du coup, on a fait un raccourci, on a imputé beaucoup de vertus au 6S, qui finalement ne venait pas forcément directement de l'augmentation du nombre de cellules. Donc quand on entend que le 6S sag moins, que c'est plus puissant, ou que ça offre plus d'autonomie que le 4S, c'est partiellement faux. Alors si je dis partiellement, c'est parce qu'il reste exact que l'augmentation du nombre de cellules va contribuer à limiter les chutes de tension et à améliorer la réactivité des moteurs. Pour le moment, on ne sait pas encore quelle sera l'amplitude en kV de l'offre 8S pour les moteurs, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, enfin je ne sais pas dans quelle mesure je peux en parler, mais en tout cas le moteur qui nous a été prêté par DFR se trouve, on va dire, dans cette zone-là. Voilà. Je ne vais pas dire précisément de quoi il s'agit, mais on est dans cette zone-là, donc on est quand même toujours dans quelque chose de très proche de ce qui existe en 6S aujourd'hui. Un petit mot concernant le poids, donc pour ceux qui aiment voler léger en 6S avec des lipos autour de 1050 mAh, ils risquent de ne pas s'y retrouver, en tout cas pour le moment en 8S, avec une offre 8S qui démarre à 1100 mAh, donc ce qui est déjà plus gros qu'une 6S de 1400 mAh. Et du coup, on pense notamment aux pilotes de bandeau qui ne cherchent pas forcément plus d'autonomie ni plus de réactivité. Et plus un quad est lourd, et plus le risque de casse augmente. Et aussi, plus on a de cellules dans une lipo, et plus le risque d'en avoir une qui décède prématurément augmente. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler des usages bandeau, vu que j'en fais que occasionnellement. Mais en tout cas, à première vue, je suis pas sûr que le 8S intéresse beaucoup, dans un premier temps, les pilotes de bandeau. Alors vous vous en rappelez certainement, quand on est passé en 6S, on a aussi fait
un autre constat. Certes, ça sag beaucoup moins, mais en fin de batterie, la tension a tendance à s'écrouler beaucoup plus rapidement qu'en 4S. En toute logique, en 8S, ce phénomène devrait être encore plus accentué. Donc c'est pour ça que, alors ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais pour une autre session, quand on aura fini tous nos tests, on prendra une ou deux lipos qu'on tirera jusqu'au bout, justement pour voir comment elle se comporte sur la fin de batterie. Et ça, c'est un point qui peut être un petit peu inquiétant dans le cas d'un usage de type long range. Si on n'anticipe pas le retour suffisamment tôt, eh bien on pourrait avoir le quad qui tombe avant d'être rentré à la maison. Enfin, cette migration en 8S va aussi poser pas mal de questions concernant nos builds, enfin nos machines, nos setups. La première question sera concernant la stack, parce qu'il faut avoir une stack qui supporte le 8S, et aujourd'hui il y a encore relativement peu de stacks qui supportent cette tension. Alors ça commence à arriver, mais c'est pas encore très répandu. Le deuxième point, c'est qu'il faudra évidemment des moteurs adaptés au bon KV, comme on l'a vu tout à l'heure. Le matos de nos quads qui aujourd'hui est alimenté en direct lipo, et je pense notamment aux VTX, que ce soit des VTX analogiques, mais surtout des VTX numériques, que ce soit des Vista, des O3, du Voxnail, etc. Et bien tout ça, demain, il faudra donc les alimenter par un bec qui soit externe ou interne à l'AFC, parce qu'ils n'ont pas été prévus pour fonctionner sur des tensions autour de 30 volts. Et en parlant de tension élevée, on va se retrouver avec des pics de tension qui seront plus hauts qu'en 6S, et donc il faudra prévoir des condensateurs avec une tension de service supérieure à nos condos qu'on utilise aujourd'hui en 6S. Pareil concernant les spike absorbers, il faudra avoir des spike absorbers compatibles 8S. Enfin, le dernier cas qui nous vient à l'esprit, c'est pour ceux qui utilisent des racewires avec des LED qui sont alimentés justement par les fils moteurs. Il faudra s'assurer qu'ils soient compatibles 8S, et je ne pense pas que ce soit le cas de la plupart des racewires aujourd'hui disponibles sur le marché. Donc ça, c'était concernant les machines, mais évidemment, pour charger nos nouvelles lipos 8S, il faudra des chargeurs qui soient compatibles 8S, et je pense que la plupart d'entre nous avons des chargeurs qui ne montent qu'en 6S. Donc il faudra aussi prévoir de réinvestir au niveau du chargeur. Se pose aussi une question concernant les composants électroniques, et en particulier la fiabilité des MOSFET à des tensions plus élevées qu'en 6S. Alors j'ai entendu certains avis sur ce sujet, mais je ne suis pas du tout expert sur la question, donc je vais m'abstenir. Par contre, si vous avez des informations sur le sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, et pour en finir avec cette longue intro, comme l'histoire l'a montré, le 6S a fini par s'imposer quand même relativement rapidement. Les plus grosses lipos couplées à de plus gros moteurs sont devenues la norme, et il en sera peut-être de même pour le 8S. Du coup, pour quelqu'un qui démarre dans le hobby aujourd'hui, qui n'est pas du tout équipé, on aura tout intérêt à lui conseiller de partir vers du matériel compatible 8S. Par contre, pour ceux qui volent en 6S, on a quand même un peu de mal, en tout cas sur le papier, à justifier le coût de la migration. Mais on changera peut-être d'avis après notre test. Et justement, on se retrouve sur le terrain pour passer à la pratique et voir dans quelle mesure le 8S limite encore le sag et apporte plus de peps et de fun à nos vols. Tous aux abris. J'ai fait du stationnaire. Faut pas que ça prenne feu, quoi. Ouais. On aurait peut-être dû mettre un micro. Un micro. Voilà, il enregistre avec le micro de la caméra là. Ouais, c'est bien. De toute façon, là, c'est rien, je fais juste un. Attention. Paf. Bon, déjà, ça tourne. Ok, bon. Je vais faire un petit vol pour la black box. Voilà. Ça va faire un truc de couleur. Ouais, différence, on va essayer de monter. Ouais, c'est. C'est nerveux. Ah, c'est grave plus nerveux quand même. Ah ouais. Même le overpoint, il est du coup carrément plus bas, quoi. Ah, du coup, t'as une meilleure résolution, ça c'est cool sur les gaz. Ah, Ouais, mais après, non, c'est. elle est bien plus mauvaise la résolution, c'est horrible. Ah ouais. Ah là, C'est évident. je fais juste ça, il fait. Ah ouais. C'est nerveux, hein. C'est le but, hein. En Bordeaux, je pense que c'est pas. Eh, mais attends, mais c'est un délire, les moteurs ils sont bouillants déjà. Ah ouais. Attends, t'as fait un vol de même pas 30 secondes. Ouais. Attends, ouais. Les moteurs Oh, sont chauds. ça, ils sont chauds, mais. Ils sont chauds. Sur l'arrière gauche, Ils sont chauds quand même, mais attends, il fait pas 30 degrés. Hein. Ah ouais, c'est chaud. c'est quand même bien chaud. Ouais. On va voir le tune. Déjà, je vais regarder la black box quand même pour voir un peu ce que ça dit. Il sonne. Je sens quand même ça, ouais. Ouais. Ça donne quoi, Jérôme là?
Ça m'a l'air d'aller. J'ai eu un petit dépassement un peu chelou une fois sur un tourneau rapide, un coup de flip rapide. Ça m'a l'air d'aller. C'est les moteurs. Attends, j'ai oublié de regarder encore le courant. Donc ça tire c'est moins chaud que tout à l'heure. En 6S, c'était rate, évidemment. Ok. Tuning by GG. Express by GG. Ouais. T'as beaucoup d'expo comparé à moi, hein, la vache. Tu deviens vieux. T'avais pas autant d'expo avant aussi? Ok. Bon, ça ressemble vachement à mon quad hein, de base. On est sur des KV un petit peu haut. C'est du 1875, c'est ça? Non, je crois que j'ai lu tout à l'heure. Ok. Bon, c'est le comportement que je connais, donc je vais passer directement au 8S, histoire de faire le distinguo. Enfin, on va voir. Tac. Et donc, le truc important qu'il va falloir noter, je pense, c'est surtout à quel moment ça over. Là, on voit que je suis à 25% de gaz. On est censé être sur un équivalent de KV à peu près semblable à ce qu'on avait avant. Ouais, équivalent de KV, même hélice, donc en 36, a priori. Des protos HQ et le même équivalent, surtout en lipo, parce que c'est ça le plus important. Le seul truc qui change là, c'est qu'on est sur du HV. Et le HV, on espère que ça va pas trop fausser le tuning succinct qui a été fait avant le vol. Ah, ça over à peu près pareil. Vous avez moins de contrôle. Ah non, ouais, t'as genre 5% de moins. Bon, par contre, cette fois, je vais emmener la lipo jusqu'au bout pour voir. Je pense que j'en dirais plutôt en sortie dive quand tu voudrais faire du low riding. Peut-être que là, justement, tu sentiras peut-être plus Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? D5. Sérieux? Ouais. Il y a arrière droit qui a lâché. On va voir, je vais essayer de redécoller. C'est bizarre ce comportement. Tout à l'heure, tu dis que ça t'a fait un truc pareil? Tout à l'heure, j'ai eu un des flips de tune que j'ai fait où il y a eu un micro desync. Et il l'a repris juste après. Bah là, je pense qu'il allait reprendre, hein, mais j'ai coupé pour éviter la casse, quoi. Ouais. Le desync tout à l'heure, c'était sur un mouvement rapide ou pas? Retombé. Une reprise de gaz du coup? Légère, ouais, j'étais dans le fluir, quoi. Pendant un dive, en fait. Pendant une sorte de splittess. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Bah, ça paraît évident ce que je vais dire, mais... en fait, j'ai le même... quasiment la même sensation que lorsqu'on est passé en 6S. Tu sais, on avait cette impression de léviter quand tu mettais un coup de punch au début. C'est un comportement qu'on adopte avec le temps. Beaucoup plus d'hang time. Ouais, c'est ça en fait. Dès que tu mets un coup de punch, tu as l'impression que le quad décolle et qu'il ne va jamais s'arrêter de monter. Même si tu coupes les gaz, et puis après, ça redescend tout doucement. Tu as cet effet catapulte qui est vachement amplifié. Ouais, là, ça a l'air d'aller. C'est clairement plus réactif, hein. C'est plus explosif. Tu mets un petit coup et... Bon, là, je vois le tranquille. Je vais essayer d'envoyer un peu plus. Alors par contre, ça consomme un truc de folie. Je comprends ce que disait Jean-Mo. J'ai l'impression d'être toujours au début de la lipo. Et en fait, il m'affiche 3,7. Par contre, c'est abusé. Si ça consomme autant la lipo, c'est abusé. Ça risque de redescendre très vite sur la fin en plus. Par contre, en vol, t'as pas l'impression que la lipo est... Ah, pas du tout, non. T'as pas de sag. Ah, pas du tout. En fait, pas de sag, c'est facile à dire. J'ai pas les yeux rivés sur le voltage, mais... je sens rien du tout en vol en fait. Ouais. Genre je veux dire quand j'ouvre les gaz, ça explose pareil. Hein. Y a pas de... On sent pas que ça s'essouffle en fait.
Comme je peux le sentir avec mes 1080 par exemple. Là, je suis à 3,7. Je vais pas l'emmener tout de suite parce qu'on fera les tests de chute de tension à la fin. Mais voilà, le but c'est de garder quelque chose de bon. Après, les beaux jours sont revenus, hein, du coup. 43 ampères. Donc on a plus le sac qu'on avait il y a quelques semaines. Ouais, mais tu vois là, Total Arm, il me dit quand même 3 minutes, c'est passé vite, mais j'avais l'impression d'avoir volé moins longtemps. T'as de la consommation complète? Ouais, la conso elle a 43 ampères, mais je suis pas sûr que ce soit représentatif. En milliampères-heure en bas 291, c'est faussé, ouais. complet. Ouais. Faussé complet. Le current sensor n'est pas bon. Hein. Mais bon, au moins ça permet de voir déjà. Et tu vois, la température est bonne. Là, tout à l'heure, c'était bouillant comme pas possible. Et là, les moteurs, je peux laisser les doigts dessus en appuyant fort, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, celui qui était à l'arrière, l'arrière gauche et droit, on ne pouvait pas les tenir dans la main quelques secondes. Quoi. Je sais pas, on va voir. Tu veux faire ton vol du coup? Ouais. Bon, on vole 6S, alors après, bon, j'ai fait un micro-tune juste avant, donc je suis pas trop surpris, je sais à quoi m'attendre, et de toute façon, ça ressemble pas mal à mes quads, à part que moi, effectivement, en général, je vole avec une Action 2, et là, bon, il y a juste l'O3. Essaye de jeter un œil sur la fin de l'hypo 6S là, du coup, comme toi tu les massacres rapidement comparé à moi. Là. Fin de l'hypo 6S, si tu ressens une différence au niveau de l'explosivité, tu sais. Ah ouais. Tu vois. Bah, surtout si ça sag, hein, pour parler clairement. Ouais. Genre quand tu es à 3,9, normalement tu dois sentir que quand tu fais un punch de 2-3 secondes, tu dois sentir que tu as un essoufflement un peu en fin de montée. Quoi. Ouais. Voilà, enfin là c'est vraiment ce à quoi je suis habitué. Je sais pas si je tente le petit gap ici. Avec un quad auquel je suis pas habitué, si ça passe. Hop. Ouais, bon là il n'y a rien de spécial à dire, c'est un quad 6S qui est tuné comme j'en ai l'habitude, avec des perfs semblables à ce à quoi je suis habitué, donc ça vole bien et c'est confort. Et surtout, bah, je suis à l'aise sur la montée des gaz. Tout à l'heure, quand j'ai fait un micro-tune sur la version 8S, je sentais que c'était un peu plus sensible. Donc on va revoir ça dans un instant quand on va passer sur la version 8S. Je pense que je vais m'arrêter là pour le 6S. Ça me donne une bonne référence déjà. Ok. Bon, remarque, je tombe déjà à 4,20. Oh putain. Ouais, premier coup de gaz directement, hein. Déjà on le voit, ça. Premier coup de gaz, c'est parti beaucoup plus férocement que d'habitude en 6S. Alors pour les coups, moi je vais être beaucoup plus catégorique que Jérém. Moi la différence, pour moi, elle est vraiment flagrante. J'ai presque l'impression même que mes rates sont augmentés. Tellement le quad est plus réactif. On a vu, hein, rien qu'à l'allumage, au premier coup de gaz, il s'est un peu satellisé. Moi j'ai mis un coup de gaz un peu fort, mais c'est ce que je fais d'habitude. Le quad il est parti au quart de tour. Surveille ta tension là, t'as combien? Là je suis à 3,7, 3,8. 3,8. Comment ça descend vite? 3,8, ouais, avec le début. Je ne sais pas partir dans le lac. Ah, c'est peut-être les moteurs qui sont un peu plus gourmands que la version 6S, mais. Ouais. Mais ouais, moi c'est la. Teste un hang time, tu vas voir. Ah non, mais c'est vrai que tu donnes un coup et T'as vu, t'as l'impression il s'éjecte super longtemps, enfin beaucoup plus longtemps. Ouais, on a le même gap en fait qu'on avait en 4.6S. Quoi. Sauf que pour s'éjecter, si tu veux faire des petits éjects, t'as besoin de pousser beaucoup moins sur les gaz, quoi. Ouais, tu peux voler pépère. Hop, en fait, hop, sans hop, faire hop. hurler, Hop. Tu peux voler pépère sans faire hurler le quad en fait. Ouais, mais ça te force à faire quand même super attention à l'utilisation des gaz. Franchement, moi je me sens, je trouve que c'est hyper sensible, enfin beaucoup plus sensible qu'en 6S. Putain, moi j'ai pas trouvé. Hein. Ah ouais, moi le premier coup de gaz, ça m'a satellisé. Hein. C'est peut-être parce que t'as le doigt lourd, non? Alors Je sais déjà pas. en 6S. Alors peut-être oui, j'ai tendance un peu à tirer. J'ai l'habitude de pas mal pomper les gaz comme ça. Et... Ouais. Alors je vais tenter mon petit gap ici. On va voir si ça se foire. Alors, et ben voilà, j'ai beaucoup plus galéré qu'en 6S. Cette plonge. À faire du low riding, à garder un cap, une hauteur.
Regarde ta tension, hein. Attention à la batterie là. Ouais, je suis à 3,6. Ouais, j'arrive, mais en fait, ça a beaucoup moins de tolérance en fait. Ouais, Je suis obligé de faire attention. tu prends une ligne comme une ligne de longue range. Oui, non, mais, au sol, oui, non, mais je peux le faire. Hein. Mais ça me demande plus d'efforts. Faut que. Il faut régler le throttle expo. Ouais, ça sera l'occasion du coup de Ouais. mettre dedans. Ça C'est là que ça prendra peut-être tout son sens. Ouais, sur ton électro. peut-être que là, dans ce genre de situation, ça pourrait être utile, carrément. Je suis à combien de temps de vol là 2 minutes 35 et je suis à 3,6. Ouais. Pose à 3,7. Hein. Ouais, on va pas tuer l'hélipo, on a dit qu'on gardait l'éclatage des hélipo pour la fin de nos tests. Donc j'arrive, je vais me poser tranquille. Ah, mais même là, je suis vraiment obligé de gérer les gaz très en douceur. Enfin, Ouais, c'est marrant que ça te perturbe autant. ah ouais, moi ça me. Et quand j'ai décollé, le premier coup de gaz, le truc il est parti, je fais hop 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 hop. C'est assez surprenant. Enfin, en tout cas, ouais, ça me surprend pas mal. Bah, Matt, toi tu vas nous dire ce que. Entre les deux, comment tu le sens? Changement de Mais ça vole bien, ouais, ça vole bien aussi. Du coup, on n'a pas eu le petit malheur du dessin qu'a eu Jérémy juste avant. Est-ce que c'était lié au fait de partir sur des tensions qui étaient trop hautes? Je sais pas. En tout cas, là, ça a bien volé. J'ai pu faire presque ce que je voulais. Le quad est super actif. Donc, effectivement, comme disait Jérémy tout à l'heure, peut-être que par rapport, comme quand on est passé du 4 au 6S, bah, au début, on était un peu surpris par ce petit coup de boost. Peut-être que là, on va s'y habituer. Peut-être qu'on va devoir faire appel au travail de la courbe des gaz pour peut-être un peu améliorer le confort là-dessus. Bon, en tout cas, clairement, le quad, il a plus de patates, il est plus réactif. J'espère que je vais pas éclater ça avec les rates de GG. Je pilote au pouce, c'est pas ma radio, c'est pas mes rates. On peut mettre les rates hein, si tu veux. Je les connais pas. Bon, on peut prendre les princesses. Ouais, je peux y aller. Donc là, c'est le 6S. Hein. Ouais, 6S classique. Bah, une chose est sûre, il vole vraiment bien. J'ai même pas fait gaffe. À droite, en tout cas. Putain, par contre, j'avoue que l'Espo. Je pensais que t'étais plus vif que ça. Ouais, il a changé, c'est sûr. Non, j'ai pas changé. Ah, c'est les gimbals, c'est les gimbals qui sont très tendus. C'est archi précis, il n'y a pas de. Les gimbals sont pas mal tendus. Toi aussi, du coup, non? Ah, mort là. Tendu comme un string. Ça enregistre bien à droite les deux. Ouais. Du coup, 6S pour l'instant. Bah, j'ai failli le niquer. Non, là, bah là c'est clairement c'est typique d'un 5 pouces. Hein, on est très proche de mon géno. Même si moi, je crois que j'ai un poil moins de KV. Ou quoi que non, je suis en 1800 et quelques sur mon 6 pouces. Mon 5 pouces 6S. Au 3 tout seul, t'as pas de. Ouais, non, là pour le coup, ça propulse quand même. Hein, sans action cam. Ah, c'est monté en marge. C'est un quad qui vole très bien, qui est très agréable à voler. Et c'est vrai que ces gimbals là, c'est vraiment quelque chose. C'est une putain de dinguerie. C'est tellement smooth et précis, c'est fou. Et quand tu reviens au centre, ça bouge pas. Pour rappel, c'est une review 8S. Ouais, c'est vrai. On ne vend pas. Bah non, mais là je suis en 6S, je peux parler un peu de la radio. Oui, c'est vrai. Alors après, vous le voyez, vous l'entendez peut-être déjà au bruit, et après vous le verrez sur les vols. Je suis plutôt du genre à voler assez chill. Je fais quelques flips, quelques rolls, mais voilà, je fais pas de grosses figures, pas de gros full souvent. Donc voilà. Bon, je vais pas voler 3 heures en balade, vous allez vous embêter. Le quad vole bien et le but c'est d'avoir un point de repère pour faire une lipo directe après avec un quad similaire mais en 8S. Hop. On va chercher le bouton de désarmement là. Ok, parfait. Le Kiri il est sympa aussi. Non, après, c'est un quad simple, hein. Il s'est basé sur des. Enfin, c'est un châssis simple, il s'est basé sur. Ouais, il a pris des bonnes choses un peu partout et ça se ressent. Bah, tu sais, on l'avait vu que les Black Box étaient propres. Petite musique. Là, normalement, avec l'aileron, ça devrait bombarder. Ça pulse direct. Hein. Ah, mais tu vas voir, en volant pépère, t'arrives quand même à. On sent vraiment la différence. Je ne remets pas de gaz, ça envoie vraiment direct en. On sent que c'est plus nerveux. Hein. Ouais. Mieux ou pas mieux du coup? Ouais, je dirais que c'est mieux. Après, moi, j'ai pas
je vole pas, voilà, je fais pas des trucs de folie, je fais pas des gaps de dingo. Bon là, je vais faire un petit dive entre les arbres, mais ouais, faut faire gaffe quand on remet du gaz en remontant d'un dive, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a tendance, ça peut faire vite un yo-yo si on n'est pas habitué. Et si du coup qu'il faut pas remonter trop haut parce qu'il y a un obstacle, on peut se faire peur. Ouais, faut être doux sur les gaz. Il n'y a pas à chier. Non, parce que moi, ça m'a pas tant interpellé en fait. Après, c'est pas x2, hein, mais on sent quand même la différence. Non, ça plane, enfin ça pulse, ça propulse vraiment bien. Ouais, le hang time, on voit la différence. Ouais, quand tu fais un éjecte, Par contre, bas de gaz, je partage pas trop votre avis. Je trouve que c'est plus brut. En fait, Ouais, j'ai c'est presque la ça. sensation d'être avec des 22,07 par exemple, moi qui vole en 23,06 tout le temps, Ouais. que de changer de catégorie de lipo, passer de 6 à 8. Ah, j'ai une putain de feuille sur la truc, je vois plus. Ok, elle est partie. Bah moi, je vole en 22,07 et je préfère. Et c'est moins. Et j'ai l'habitude pour le coup de faire quand même du low riding et beaucoup voler là. Ah, moi, avec mon type de vol, ça bouge pas des masses. Là, je suis à 3,84. Ah ouais, encore. Ah oui, les gens sont là. Ok. Ouais, ils approchent. Et par contre, je sens strictement rien au stick. Hein. C'est comme si ça sortait de. Enfin, quand je venais de la brancher. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, ça envoie super haut à une vitesse. Moi, ça m'a vraiment surpris. Hein. Moi, le décollage. Alors là, j'ai chopé le truc. Hein. Du coup, j'arrive quand même à garder mon altitude et à cruiser assez pépère. J'ai fait quelques passages sous les arbres sans trop de soucis. Le chien, il est en laisse? Ouais, Ok, je peux passer. Le leurre, non. Le leurre, non? Le leurre, non. Je peux passer là en dessous ou... Chez nous, ouais. Non, c'est contrôlable, mais faut pas dans la panique, tu vois, ou un arbre qui arrive et que t'avais pas vu, ou un obstacle. Oh, putain. Faut être plus vigilant, ouais. Ouais, non, ça envoie direct. Et moi, bon, on n'a pas le niveau de gaz qui s'affiche dans l'OSD, je le mets moi tout le temps pour les reviews. Si on va. Ah ouais, c'est trop bas pour moi, ouais, 30. On verra que je mets pas beaucoup de gaz. Hein. Je vole à 20, 30. Je cruise à 30 tranquille et ça peut aller quand même vite. Je sais pas quel est le tilt. Mais moi, la lipo, elle va durer longtemps. Entre 20 et 25, je pense. Là. Ouais, il est assez. Il est un peu en dessous de 25. Ouais. Il y a quand même un truc intéressant, c'est que pour ceux qui envoient, bah, du coup, ça peut être bénéfique parce qu'en fond de batterie, tu as toujours du jus. Et pour ceux qui se promènent, bah, ça peut être aussi bien parce que du coup, bah, tu voles plus longtemps et tu fais moins hurler le quad. Là, je suis à 3,66, je vais revenir me poser tranquille. Mais je pense que je peux voler encore. En général, je me pose à l'alerte Betaflight, moi. Alors, je sais pas comment c'est paramétré là. J'ai 3045 de vol là. Mais je pense vraiment que je peux voler plus. Ce qui peut se passer, c'est que tu vas avoir l'alerte qui va arriver et dans les 10 secondes qui suivent, ouais. si tu t'es pas posé, la batterie elle est morte. Parce que là, pour le coup, alors les lipos sont neuves, encore une fois, j'ai jamais eu trop à me plaindre du SAG en 6S. Mais là, il n'y en a vraiment pas. Il y a une différence quand même. Clairement, c'est pas le jour et la nuit, mais c'est bien différent et je pense qu'on peut s'habituer vite. Et comme on le disait avec, sur le vol de Jérôme, si besoin peut-être un peu de throttle expo, ça m'a pas plus perturbé que ça, il faut faire très attention. Mais encore une fois, je suis sur un vol pépère et je pense que si on prend un peu de risque, on peut avoir vite tendance à mettre des gros coups de gaz et trop. Et s'il y a un mur, un arbre au-dessus, à les taper sans le vouloir. Après là, 4 minutes de vol quasiment, sachant que je pense qu'on peut tirer plus sur la lipo. C'est peut-être un peu plus que ce que je fais moi en 6S. Mais encore une fois, moi j'ai des vols chill, je fais pas beaucoup de full. Donc c'est peut-être pas ce qui va changer spécialement. Ce qu'il faudra mettre aussi dans l'équation, c'est le coût des lipos. Je ne l'ai même pas en tête, mais il faut aussi souvent se rééquiper. J'avais pas de chargeur vitesse moi typiquement. Donc heureusement que DFR m'en a envoyé un. C'est des petites choses à prendre en compte. Mais comme ça, là, après un premier vol 6S, 8S. Est-ce que le feeling plaît? C'est déjà ça avant tout. Ah ouais, c'est nerveux. Ouais, ça me plaît. Clairement, j'irai pas forcément changer toute ma flotte. Si tu sais pas quoi acheter, du jour au lendemain, tu as envie de refaire un quad, tu tenterais peut-être du vitesse. Alors ouais, j'ai pas des masses de lipo en 6S. Pour moi, qui n'ai pas beaucoup de lipo à couler, ouais, ce serait pourquoi pas. Encore là, ça reste un peu trop récent peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives en termes de moteur, tout ça. Mais DFR va en sortir. Ouais. Ça peut avoir de l'avenir. C'est difficile à dire. De toute façon, après, il faut que ça plaise à un bon nombre de pilotes. Je dirais qu'il y a moins le gain qu'on avait en passant de 4 à 6S en termes de durée de vie des lipos, en termes aussi bien sur un vol que sur le long terme, puisqu'on tire beaucoup moins dedans. Mais peut-être que les lipos 8S seront un peu plus durables que les lipos 6S, je sais pas. Et toi, Jérôme, tu penses
toi, niveau feeling, toi, tu as beaucoup de quad, tu as beaucoup de lipo. Ouais, vas-y, Ouais, je sais pas. non, mais prends n'importe quel micro. Hop, tiens. Ouais. Toi, tu as beaucoup de quad, Alors, ouais, moi, j'ai pas mal, j'ai beaucoup trop de quad. beaucoup de quad, beaucoup de lipo, Beaucoup de beaucoup quad, de changements à faire. Ouais, il y a beaucoup de changements. Enfin, ça a plein. Effectivement, déjà aujourd'hui, il y a quand même peu de stacks qui sont compatibles 8S. Enfin, c'est des choses que j'ai dit en intro tout à l'heure, mais ça impacte quand même pas mal les builds. Après, en termes vraiment, pour se concentrer vraiment sur la partie sensation. Alors c'est impressionnant parce que ça pousse, mais pour l'instant je suis pas à l'aise. Enfin, en tout cas, moi, on l'a vu, hein, le petit dive que généralement je passe tranquille là-bas. Là, en 8S, j'ai frôlé j'ai touché les branches. Je l'ai fait beaucoup moins à l'aise. Alors, c'était la deuxième lipo oui. en 8S, donc clairement, il faut s'habituer. Mais je vois que, en règle générale, je dois être plus vigilant sur la maîtrise de mes gaz. Je dois être moins brusque, plus doux pour pouvoir maintenir. Quand je sors de dive, si je veux pas faire un effet yo-yo, rester stable, il faut que je fasse attention, que je pense attention à pas trop donner un coup de gaz. Pareil pour les sorties de dive là. Pour l'instant, moi, je suis pas encore habitué. Alors c'est fun, hein, le hang time, tu t'éjectes, tu pars à 10 km, le truc, ça c'est vraiment chouette. Mais pour l'instant, je suis pas encore à l'aise avec. Donc c'est pour ça que je ne saurais pas dire si la migration je la ferai ou pas. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bah, peut-être qu'en revolant, si je refais des tests encore après, petit à petit, j'ai peut-être un peu être convaincu, mais pour l'instant, je suis très confort et je suis habitué. J'ai un petit confort du 6S. Pour l'instant, le 8S, c'est un peu foudroyant, c'est un peu surpuissant. Et bon, après, faut voir. Faudrait que je teste plus. Peut-être qu'on fera une deuxième partie vidéo où on ira un peu plus loin. Il faudra forcément refaire des vols Ouais. et puis voir ce que chacun pense déjà, et puis même essayer de voler comme on vole nos quads tout bêtement, quoi. Faire 3-4 lipos. Oui, faire une session. Une session 3-4 lipos vitesse, 3-4 lipos 6S. Je sais pas ce que tu en penses, Matt. Mais... Oui, clairement, à la limite, la prochaine session, on peut parce que c'est vrai qu'on n'a pas 50 lipos vitesse, mais on peut les laisser à un nous, celui qui a le plus d'habitude de voler. Qui crame le plus de lipo, quoi. C'est ça, il faudra qu'on voit, on va faire quelque chose. Je voulais revenir sur la puissance. Le throttle expo, habituellement, tu l'utilises pour gagner en résolution ou aussi pour calmer vraiment la courbe? Moi, je l'utilisais plutôt pour calmer le bas de courbe, pour éviter cet effet yo-yo. Et typiquement, enfin, c'est exactement, enfin, pour le problème qu'on a là, enfin, que j'ai là. Moi, ça m'irait vachement. Ouais, je pense que ça aiderait beaucoup. Après, peut-être qu'au bout de 5-6 lipos, je serai habitué. Hein. On s'habitue à tout, que ce soit en termes de lipo, que ce soit en termes de moteur. Et en fait, au fil des vols, forcément que tu t'habitues. Non, c'est sûr que tu t'habitues. Et que ça sera transparent après. Si tu calmes pas la courbe des gaz, il y a toujours le côté réflexe et panique. Oui, c'est sûr. Tu peux potentiellement mettre un coup de gaz sans le vouloir et il n'a pas le même impact en vitesse sans throttle expo. C'est ça, la même amplitude de stick n'a pas le même effet sur les deux, et ça c'est sûr et certain. Là de panique et de stress. Quoi. Bon, après, moi pour mes types de vol, clairement je pourrais m'y habituer assez vite, je pense. Et je pourrais prendre du plaisir justement à ce gain de pêche que ça apporte, même s'il n'est pas non plus. Et d'autonomie aussi. Une légère autonomie peut-être, ouais. L'autonomie, moi je suis moins convaincu, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'autonomie, encore une fois, à puissance égale dans la lipo. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'autonomie sur l'un que l'autre. Par contre, on va voir l'autonomie. Voilà, le sac va évoluer différemment. Et effectivement, c'est vrai qu'on a un truc qui est peut-être plus stable. Alors, on a des lipos neufs, donc c'est plus dur à dire. Mais... On les a comparés à des 6S9 aussi. Oui, ouais. Mais je me suis pas dit, tiens, ça sac. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. On ne s'est pas fait la réflexion non plus. Donc, ouais, ce qui était flagrant, c'était le punch quand même. Même si on n'est pas tous d'accord au même niveau, mais bon, c'est quand même ce qui ressort. Après, ouais, le SAG, vu que toutes les batteries sont neuves et qu'il fait chaud, qu'il fait bon, pour le coup, même en 6S, on n'a pas constaté un SAG démesuré. Là où il y a quelques semaines, quelques mois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas volé, on galérait quand même en 6S. Ah oui, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il faudrait voir. Dès qu'elles sont un peu usées, ouais, ça tombe très vite. C'est pas mal. Ce qui serait intéressant de faire, c'est une fois qu'on aura justement pas mal testé et qu'on pourra défoncer les lipos, c'est aller jusqu'au bout pour voir comment elles se comportent vraiment sur la fin de vie. Quand on arrive à toute fin, c'est ça qui va être intéressant, parce que pour des gens qui seraient intéressés pour du long range, par exemple, se dire que dès qu'ils ont une alerte, s'ils sont à 800 mètres et qu'ils n'ont pas le temps de revenir, là, le vitesse, ça peut être un peu dangereux. Si tu gardes de la pêche. Non, là, ça peut être dangereux justement parce que tu peux ne pas avoir le temps de revenir. Si le truc il drop, tu vois, s'il passe de. On baisse en fait ton vol, même si tu arrives à 3,7, ton vol au stick est la même chose. 3,6, là j'étais à 3,6 et c'était. Ouais, mais tu vois, souvent en long range, déjà tu voles pas trop en lipo en long range, tu fais un peu plus de la. On va dire mid-range, on va dire pour du mid-range. Mais c'est vrai que moi je trouve là où c'est dangereux, c'est quand tu commences à revenir et que tu es à 3,7, si tu as un mouvement brut à faire ou une bourrasque ou un truc comme ça, et que tu as un coup de punch à mettre, si ta batterie elle a rien dans le sac, le quad là va tomber et du coup
coup, en fait, dans les deux cas, c'est Ouais, mais encore une adaptation du pilotage à faire, quoi. ouais, mais sauf que là, tu vas être vraiment pris de court. Si tu as, une batterie qui drop, genre si quand tu passes sous la barre des 3-4 volts par cellule, ta batterie, en l'espace de 10 secondes, elle tombe à zéro. Oui. En fait, tu peux pas revenir, quoi. Et c'est là où ça peut être un peu risqué. Et pareil pour un usage bandeau, vu que le truc a aussi beaucoup de punch, si tu joues pas sur la courbe des gaz, est-ce qu'en bandeau, le 8S, ça va être intéressant? Peut-être que ce sera un peu trop punchy, je sais pas. Il faudra peut-être adapter les moteurs ou jouer de la courbe des gaz. Alors, on a vu ensemble les premiers retours sur le terrain et je vous débriefe un petit peu ça, histoire de récapituler. Donc, comme vous avez pu le constater, l'avis est plus ou moins unanime. Le changement 8S est aussi important, enfin impressionnant en tout cas, qu'a pu l'être l'ancien passage de 4 à 6S. Les quads sont plus nerveux ou réactifs et il faudra donc évidemment être plus doux avec les gaz sur les premiers vols. C'est peut-être maintenant que la fonction de Throttle Expo va être le plus importante. Une vidéo vous avez déjà faite GG sur la chaîne. Donc cette option de Betaflight qui nous permet d'atténuer le bas de notre courbe des gaz pour la rendre plus facile à contrôler. Quoi qu'il en soit, il faudra obligatoirement revoir son pilotage au début et peut-être même ses habitudes quant au moment de se poser, puisque les lipos en 8S ont tendance à beaucoup moins sag que les lipos en 6S. Donc tout ça, c'est une histoire d'expérience, je dirais. C'est quelque chose qui va s'effacer naturellement au bout d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de vols selon chaque pilote. Voilà. Bon, il y a quand même une contrainte qui persiste, c'est la contrainte matérielle. On va en parler rapidement. Là, je vais vous faire une présentation de certains ESC, certaines FC qui sont actuellement disponibles sur le marché. Les compatibilités 8S pour le moment sont assez limitées, mais c'était aussi le cas à l'époque du passage en 6S. Alors, les constructeurs répondent à des demandes précises et si le 8S se démocratise, le nombre de FC et de ESC compatibles augmentera fortement avec la demande. Voilà. Alors aujourd'hui, si on consulte la boutique DFR, il existe seulement des poignées de FC compatibles et les prix sont également élevés. Généralement, les compatibilités 8S sont prévues sur des grandes marques et bien souvent aussi pour des builds prévus avec 8 moteurs. Donc ça, c'est facile à repérer parce qu'il suffit de regarder le nombre de signaux disponibles sur la carte de vol et vous pouvez voir pourquoi a été conçue cette carte de vol, si c'est pour un quad avec 4 à 6 moteurs ou un quad qui va jusqu'à 8 moteurs. Et bien souvent, pour le moment, l'électronique compatible 8S, c'est de l'électronique qui est compatible X8. Voilà. Donc, malheureusement, c'est pas mieux pour les ESC. Les ESC ont des prix encore plus élevés que des configurations 6S classiques, voire même démesurées. Vous allez le voir, j'ai un ESC Blitz là que j'ai en tête qui vaut une petite fortune. Donc certains ESC sont capables d'encaisser jusqu'à 80 ampères et c'est bien ça qui m'interpelle, puisqu'en général quand on monte la tension, l'ampérage va diminuer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nos premiers quads en 6S, mais on avait tendance à taper les 65 ampères par moteur sur des plus gros moteurs en 2800 kV, chose qui ne se fait vraiment plus maintenant. Même sur des 2100 kV, on peine à toucher les 50 ampères en crête sur des moteurs gourmands. Voilà. Donc plus la tension va monter, plus l'ampérage va diminuer avec. Et c'était aussi le sujet d'ailleurs du passage en 6S à l'époque. C'était qu'en fait, on matraquait beaucoup moins nos lipos. On avait tendance à beaucoup moins les épuiser puisque la demande en ampères était amoindrie avec la montée en tension. Voilà. Donc un ESC conçu pour une utilisation 8S devrait, en théorie, si on suit cette logique, atteindre 45 ampères en crête, peut-être 50 maximum, mais c'est vraiment maximum. En général, les moteurs 8S, dans la même tranche de kV que ce que vous a présenté bien sûr Jérôme en début de vidéo. Donc si on reste sur la même tranche de kV de ce qu'on a eu habitude de voler sur un 5 pouces, eh bien on arriverait à 40 ampères maximum, 45 pour les plus gourmands, mais c'est vraiment, vraiment le maximum, et parfois 35 ampères pour les moins gourmands. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, il n'y a qu'une marque qui propose des ESC et des FC pas cher, et on va voir ça ensemble tout de suite. On commence par les ESC. Donc les ESC, vous voyez ici, c'est des F55 Pro 3 de T-Motor compatibles 8S, et là on peut voir que si on descend,
On a un pic qui peut aller jusqu'à 65 ampères et si on repense à ce que je viens de vous dire, on voit très bien que c'est un petit peu surdimensionné pour pas grand chose hein, puisque nos ESC, nos moteurs ne passeront pas au-delà de 45 ampères en général. Voilà, donc le prix peut être élevé en effet, 128 €, c'est énorme. Je pense que si on fait des ESC vraiment dimensionnés pour un 5 pouces, comme je vous ai dit, avec un plafond à 45 ampères en crête, on pourrait faire chuter ce prix. Maintenant, est-ce que les constructeurs vont le faire? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que ce F55 Pro 3 de T-Motor, c'est le ESC qui était sur notre Valkyrie 8S qui a servi lors du test. Après, dans la tranche de prix un peu plus basse, on a également T-Motor qui fait des F60 A mini, donc une version 2020, toujours disponible sur DFR. Et donc là, comme vous le voyez, hein, c'est compatible 8S avec un burst à 70 ampères qui est toujours très très haut. Et moi, je suis pas trop fan personnellement des montages en 2020. J'ai toujours peur que ce soit un petit peu plus fragile qu'un montage 30-30. C'est peut-être seulement une mauvaise impression que j'ai, hein, mais j'ai toujours tendance à prendre du 30-30 pour des quads 5 pouces. Voilà. Après, quand on continue, ben, les prix continuent à s'envoler. Hein. Là, on a du 66 ampères, donc pareil, du mini en 2020. Et on est à quasiment 155 €. 155 € pour des ESC, je trouve ça vraiment démesuré et très très excessif, surtout pour notre utilisation. Si on continue, on arrive sur des ESC Blitz qui ne sont plus disponibles étonnamment. Là, vous voyez, on atteint les 80 ampères en crête. Je trouve ça, enfin même pas en crête, c'est 80 ampères en continu. En crête, on arrive à avoir 100 ampères. 100 ampères, ça ne sert strictement à rien. C'est plus du double de ce qu'on a besoin sur un 5 pouces avec des moteurs 8S. Sur un 5 pouces avec 4 moteurs, je précise, 4 moteurs 8S. Donc je ne sais pas pour quelle utilisation a été fait ce quad. Certainement pour un gros porteur, puisque souvent les ESC 8S pour le moment, ils sont plutôt utilisés dans le monde des prestations, dans le monde professionnel, où on va mettre des moteurs très 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 gros et très gourmands pour porter des caméras Red Komodo ou des choses comme ça, des caméras qui font plus de 2 ou 3 kg. Alors 255 €, c'est clairement pas le prix qu'il faudra mettre, hein, puisque ce ne sont pas des ESC qui sont dédiés à notre utilisation. Après, on a du Reaper, donc du Reaper mini, toujours avec Foxeer, un prix toujours plus abordable, 91 €, 92 €. Là, on est toujours sur un format 20 par 20. C'est pareil, encore un format que je ne recommande pas trop, mais qui fonctionne très très bien. Il y en a plein qui volent en 20-20, en stack 20-20 sur des 5 pouces et qui n'ont jamais eu de problème. Voilà, donc là 60 ampères, on se rapproche un peu plus de la réalité, même si on est encore beaucoup trop haut. Mais les prix commencent à redevenir un petit peu plus bas. Si on continue, on passe sur 97 €, c'est toujours le même type, hein, donc ce sont toujours des ESC Reaper, cette fois 65 ampères puisque c'est du 30-30, donc le format un petit peu plus gros. Et ensuite, on va passer donc aux cartes de vol. Donc les cartes de vol, je vous ai dit, c'est un petit peu moins cher que les ESC, en tout cas pour la gamme US. Sur les ESC que j'ai pu vous montrer, vous pouvez voir qu'on peut compter une vingtaine ou une trentaine d'euros de plus, en tout cas pour le moment. Pour la carte de vol, ça sera différent. Vous verrez qu'il n'y a qu'une dizaine d'euros de différence avec des très bonnes cartes de vol compatibles 6S uniquement. Voilà. Donc, ce qui va vraiment changer, hein, ça va être les fonctionnalités qui peuvent varier en fonction de ce que vous choisirez. Donc, pour la carte de vol F722, c'est ce qu'il y avait sur notre Valkyrie 8S. Donc, F722 V4, carte de vol compatible 8S. Et une chose qui est aussi très importante, c'est qu'elle a un bec. Et donc, un bec 10 volts 2 ampères. C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que nos VTX ne sont pas compatibles US. En tout cas, les VTX HD ne sont pas compatibles US. Et donc, il va falloir prévoir un bec, que ce soit intégré à la carte de vol, intégré aux ESC, ou bien un bec externe que je vous montrerai à la fin de cette petite présentation, de type Matek, hein, des becs qu'on utilisait avant régulièrement. Voilà. Pour l'analogique, je ne sais plus trop de mémoire s'il y a de nombreux VTX US compatibles. J'en doute. Malgré tout, il y aura certainement plus de choix qu'en HD, hein, évidemment. Mais il faudra en tenir compte. Voilà. Donc, cette carte de vol, elle a le mérite d'être très bien fournie, très bien équipée, donc avec son bec
et ses nombreuses UART. C'est une carte de vol qui a déjà été présentée sur la chaîne pour la V3 et la V2 de mémoire. En tout cas, voilà. C'était la carte qui équipait notre Pegasus. Ça vole très bien, qui équipait notre Valkyrie, pardon, 8S avec les moteurs Pegasus. Ça vole très bien et il n'y a pas d'inquiétude à se faire sur ce type de carte. Après, on a une Matek à 120 €, 115 €, pardon. Le prix est très haut, beaucoup trop haut, je trouve, pour une carte de vol. Donc, elle a un bec de moins que notre F722 présenté juste avant et le prix est quasiment le double. Voilà, donc c'est pas vraiment une carte de vol que je vous recommanderais, évidemment. Du coup, vous avez la Radix que vous connaissez certainement de Brain FPV. Elle est annoncée à 140 €, c'est excessivement cher. Par contre, vous pouvez le voir qu'elle a une sortie HD FPV avec un 9 volts. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment un bec disponible pour le VTX. Après, vous avez KISS qui propose la carte de vol Ultra FCFC V2. Donc cette carte de vol est compatible 8S et elle est disponible au prix de 120 €. 120 € et elle a un bec 5 volts qui permet d'alimenter quelque chose et bien évidemment il reprécise que c'est compatible 8S au cas où on l'aurait oublié. Si jamais vous voulez une alternative vraiment pas chère, il y a la F405 V2 avec des 55 ampères Reaper, donc c'est une stack 8S et l'avantage de cette stack c'est qu'elle a évidemment une sortie filtrée, donc une sortie filtrée avec un bec pour le VTX. Voilà. Donc pour moi, ça serait vraiment l'alternative pas chère, pour se lancer dans le 8S, puisque là, on est à 67 $. Il faut compter la livraison et éventuellement la douane. Je ne sais plus si chez Foxeer on en a. C'est pas sûr. En tout cas, pour ceux qui se souviennent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc du coup, 67 $, 70 $, c'est vraiment pas excessif pour une stack. Surtout que maintenant, quand on regarde sur les Shop FR, une stack SpeeDB qui a pour réputation de ne pas être très chère, eh ben, on arrive à tomber à 80 € quand même pour une stack SpeeDB qui fait partie des moins chères et des meilleures en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Donc Foxeer, voilà, ça reste l'alternative pas chère pour passer au 8S. Vous l'aurez compris, c'est ma conclusion pour le moment, en tout cas à ce stade du développement du 8S. Et je vous ai parlé du bec, donc ce fameux bec 60 volts qui vous permettra d'envoyer 5, 9 ou 12 volts selon votre besoin. C'est un petit bec, hein, il est vraiment miniature, vous voyez 18 par 15 mm. Il fait à peine 2 grammes, donc vous pouvez le caler n'importe où dans votre drone. C'est toujours chiant d'ajouter des composants, je vous l'accorde. Maintenant, au stade du développement des composants 8S, si jamais vraiment vous n'avez pas envie de mettre une fortune dans une carte de vol qui n'est pas compatible 8S, vous pouvez toujours l'alimenter avec un bec, bien que l'idéal serait d'avoir une stack 8S. Voilà. Pour finir, il faudra aussi penser à vérifier si votre chargeur est compatible 8S. Nous, on a chargé avec un R8 qui vous a déjà été présenté sur la chaîne. Je vous mets l'affiche en haut. Il y a quand même des frais en plus pour ceux qui sont déjà équipés en 6S, comme moi par exemple. J'ai aucun chargeur compatible 8S à part ce R8. Et si c'est le cas pour vous aussi, il faudra évidemment prévoir le rachat d'un chargeur et peut-être même les testeurs de lipo, etc. etc. Pour ceux qui débutent, ne prévoyez pas de coûts supplémentaires puisqu'un R8 coûte environ 60 €. C'est le prix moyen d'un chargeur de bonne qualité sur le marché actuellement. Après, il y a quand même autre chose aussi, c'est les lipos. Les lipos, le prix augmente aussi. Forcément, ça va de pair avec le tour de passe-passe que vous a expliqué Jérôme en début de la vidéo, puisqu'en fait, on paye nos lipos au prix de la capacité en water. Et du coup, comme la capacité des lipos augmente au fil des types de lipos, 8S, 6S et 4S, eh bien, on a toujours tendance à acheter des lipos plus grosses et on a l'impression que les prix augmentent, mais qu'en fait, réellement, au prix du water, le prix ne varie pas vraiment. Voilà. Donc, pensez à acheter des lipos qui sont dimensionnés avec votre ancien type de lipo. Par exemple, moi, je vole avec des 1200 mAh en 6S. Si j'achetais des lipos 8S, j'aurais plus tendance à me tourner vers du 1000 ou du 900 mAh, donc capacité qui n'est pas encore disponible en 8S, hein, vous l'aurez compris. Alors voilà, c'en est terminé pour cette longue outro. Maintenant, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. J'aimerais bien savoir si pour vous, c'est le bon moment pour passer au 8S
ou si, comme moi, vous pensez qu'il faut peut-être attendre encore un petit peu. Moi, je reste assez perplexe, hein, je vous avoue que je trouve que le feeling est super pour le moment. J'attends de voir la suite des tests. Si DFR nous le permet, on aimerait envoyer les lipos au plus bas possible dans leur retranchement pour voir comment ils réagissent en fin de lipo et si le vol à tension faible peut être dangereux, si jamais ça coupe d'un coup, etc. Voilà. Donc Jérôme avait plein d'idées à ce sujet pour faire des tests un petit peu techniques, pour voir la poussée en G par exemple et pour voir aussi du coup le comportement des lipos comme je viens de vous expliquer. Donc on va voir pour la suite ce qu'on va faire pour la partie 2, s'il y a une partie 2. Pour le moment, moi je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Ceux qui veulent passer en vitesse, ça a que du bon parce que forcément les fournisseurs vont peut-être s'adapter et proposer d'autres produits, d'autres matériaux, d'autres matos plus ouverts aux vitesses. Donc on aura davantage de composants compatibles. Et ceux qui souhaitent rester en 6S, libre à vous de rester en 6S. Pour le moment, le 6S convient parfaitement à notre hobby, je trouve. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo en entier. Un merci à Jérôme pour avoir participé à cette partie 1 et nous avoir apporté ses connaissances techniques en tout cas et cette approche technique du 8S. J'espère qu'on va pouvoir le revoir pour la partie 2. Je remercie aussi donc du coup DFR une nouvelle fois, puisqu'ils nous ont fait confiance et sans eux, il n'y aurait pas de vidéo sur le 8S aujourd'hui. Je vous invite à les suivre sur leurs réseaux sociaux respectifs d'ailleurs dans la description et je vous dis à bientôt pour peut-être une partie 2 ou d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, salut!